Heu, Allez, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler, du petit déjeuner salé. Je vais répondre à vos questions, par rapport à cette méthode, que vous avez introduit, depuis quelques jours. Vous voyez déjà les résultats, mais vous avez déjà aussi pas mal de questions. Donc j'ai pris note de toutes vos questions, les personnes qui ne pouvaient pas participer aujourd'hui, et comme ça je vais répondre, en direct et comme ça sera bénéfique pour tout le monde, à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc le petit déjeuner salé, on l'a commencé, hein, on est bien d'accord. On voit un petit peu les résultats ou même peut-être beaucoup. On est content, on est d'accord, même si on a parfois des doutes, on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que je suis là, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, même si plus tard, après la vidéo, vous voyez que j'ai pas répondu à certaines de vos questions ou vous avez d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions directement, hein, vraiment. Voilà, donc et je rappelle juste que notre but actuel, et ce serait bien aussi d'introduire cette habitude dans votre quotidien habituel, en fait, hein, pas juste pendant cette période du challenge de 14 jours, c'est de remplacer le petit déjeuner sucré habituel par un petit déjeuner salé. Voilà, ça, dans l'idéal, ce serait le but, même si je me rends bien compte, on se rend bien compte tous que parfois, on a ce petit attachement ou presque addiction au sucre. Et on a besoin quand même d'un petit goût sucré le matin, quoi. On a besoin on le sent que parfois, on peut en avoir besoin. Alors, c'est pas grave, hein, faut pas non plus, on n'est pas là pour être à la perfection. Mais le but, c'est d'introduire un petit déjeuner salé en premier. On peut toujours garder le sucré, mais on le garde à la fin du petit déjeuner. C'est-à-dire que notre petit déjeuner, il est construit principalement sur du salé, protéines, fibres, bon gras, et aussi possible d'introduire des féculents, mais en petite quantité, et des féculents complets de bonne qualité, pas des sucres rapides, mais on garde toujours les féculents comme les sucres à la fin du petit déjeuner. Si j'ai besoin quand même toujours d'avoir un petit goût sucré, une petite tartine de confiture, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, et ben ça, vous pouvez le garder à moindre quantité à la fin de votre petit déjeuner. D'accord? Une fois que vous avez fini le petit déjeuner salé. L'effet sur la glycémie et sur le corps sont totalement différents quand on prend le sucre après un passage salé dans le corps que avant. Si on prenait le sucre au tout début, à jeun, surtout le matin, c'est vraiment une catastrophe pour le corps. Mais vraiment, je pèse mes mots. D'accord? Le sucre, que ce soit des féculents ou même des féculents complets au final, hein, parce que ça reste des sucres qui vont se décomposer au final dans le corps, ils vont se terminer en sucre, ou des sucres simples, des sucres rapides. Là, l'effet sur la glycémie, il est terrible en fait, et pas que sur la glycémie, hein. Nous, le but, c'est pas juste de stabiliser la glycémie pour stabiliser la glycémie, c'est surtout pour éviter tous les symptômes qui arrivent derrière à court, moyen et long terme. Et pour récapituler rapidement là-dessus, avant que je réponde à vos questions, parce que c'est important de le rappeler, je me suis noté quand même mes petites notes, c'est que le petit déjeuner sucré, qu'est-ce qu'il va créer en général? Donc, quand on prend du pain, de la confiture, des céréales, même des flocons d'avoine, c'est des meilleurs féculents, on est bien d'accord, ils sont de meilleure qualité que du pain blanc ou de la confiture, mais ça va se décomposer quand même en sucre à la fin dans ton corps. Donc, tout ça, tout ce genre de, tous ces types de petits déjeuners sucrés vont créer un pic de glycémie. Un pic de glycémie, ça veut dire quoi? Qu'il y a du glucose qui arrive et qui se balade dans le sang. Beaucoup, du coup, tout d'un coup, alors que le corps n'a pas besoin de ça, en fait. Il a surtout besoin de protéines, de fibres, de bons gras et un petit peu de féculents. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui amène juste des féculents et des sucres le matin. Donc là, il se retrouve en surcharge, ce corps. D'accord? Il faut voir le corps comme une usine. Vous voyez une usine, je ne sais pas, mais une usine de textile, par exemple. Il y a des employés dedans. Et il y a des commandes qui arrivent. Il y a du tissu qui arrive et elles doivent travailler. Les dames, en général, c'est des dames. Bon, maintenant, ça a changé quand même. Donc, les employés, on va dire, de cette usine vont utiliser le tissu qui rentre avec les commandes qu'ils doivent traiter pour travailler, pour produire. On est bien d'accord. Produire de l'énergie, produire de l'effort pour faire fabriquer du textile derrière. Et en fait, ce qui va se passer, le corps, c'est pareil. On a des cellules qui travaillent à l'intérieur. Nos cellules, ce sont les employés de l'usine et on va leur amener de l'énergie. Enfin, de l'énergie. On va leur amener de quoi fabriquer de l'énergie. Donc, le glucose, nous, c'est ce qu'on amène, le glucose, les féculents, les sucres, quoi. C'est ce qu'on va amener au corps pour qu'il puisse fabriquer de l'énergie, d'accord? Sauf qu'en fait, si on en amène trop, hein,
Imaginons dans cette usine, on amène trop de travail à ces pauvres employés. Ces employés-là, je ne sais pas, en disant il y en a une cinquantaine d'employés dans cette usine, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Par contre, la quantité de travail qui rentre, elle est de plus en plus forte. Elle est tous les jours assez haute, en fait. Alors que la capacité en face ne tient pas. C'est pareil pour le corps. On amène du glucose, des féculents tous les jours, à la même dose, même voire trop. Et c'est maintenu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait quoi? Ça entretient une surcharge. Il y a une surcharge de travail, un burn-out cellulaire, d'accord? Il y a une surcharge de travail sur ces pauvres employés. Pareil, sur le pauvre cellule, il y a une surcharge de travail parce que ce sont nos cellules qui fabriquent l'énergie à l'intérieur de notre corps, d'accord? Grâce au glucose, mais pas que, aux autres aliments aussi. Mais nous, on focus que sur le glucose. On amène, et puis on en amène beaucoup trop. Et là, les cellules, qu'est-ce qu'elles font? Elles sautent. Elles sautent, tout simplement. Comme les employés qui font des burn-out, qui font des épuisements. Ça s'épuise, tout simplement. Vraiment, c'est pareil. Donc, en fait, le but, c'est quoi? Donc, quand ça s'épuise, qu'est-ce qu'on va voir derrière? De la fatigue derrière, du relâchement, le corps lâche, des maladies. Dans le corps, ça va se traduire en fringales. On a envie de manger encore, on a besoin d'énergie encore plus, quoi, alors qu'on a tout épuisé déjà. De la fatigue chronique, sensation constante presque de faim, de la prise de poids derrière, prise de gras plus exactement. On a même le sommeil qui peut être agité, la santé mentale qui est impactée directement. La santé mentale est impactée. L'anxiété générale est décuplée par rapport suite à l'utilisation de sucre, à la surusage de sucre et de féculents. D'accord? Quand on a du glucose constamment dans notre corps, le corps il est en stress physique, mais aussi mental. Là, ça exagère l'anxiété. Vous avez les troubles de l'humeur aussi. Une sorte de brouillard mental aussi. Parfois, on pense qu'on a perdu la mémoire, on ne retient pas bien les choses, mais non, en fait, ce n'est pas la mémoire qui est impactée. En tout cas, ce n'est pas votre capacité cognitive à vous rappeler de quelque chose qui a été altérée, mais c'est votre mémoire qui a été brouillée, quelque sorte, à cause du glucose, parce que le glucose rentre dans le processus de mémorisation. En tout cas, interfère avec ce processus-là. Et ensuite, après, il y a tous les processus de vieillissement cellulaire, y compris cutané, donc la peau qui va vieillir beaucoup plus rapidement quand on a une surcharge de sucre à l'intérieur de notre corps. Tout comme l'usine, si on la surcharge de travail tous les jours, sans réguler, eh ben, les employés, elles lâchent en fait au bout d'un moment. Elles vieillissent plus vite, elles lâchent, elles sont fatiguées, elles ne peuvent plus, tout simplement. C'est pareil pour le corps. C'est pour ça qu'il faut diversifier le petit déjeuner. Il faut amener des féculents, d'accord? Donc des sucres sous un bon format, une bonne forme, qui est le format féculent complet et pas sucre rapide. Et il faut surtout réduire cette quantité pour laisser place aux autres composants qui sont absents d'un petit déj sucré, qui sont les protéines, quasiment absents, les protéines, les fibres et les bons gras, les bons lipides. Et oui, et tout ça ne va pas te faire grossir. Donc, on en arrive à la première question. La première question, si j'ai bien fini les petites… ouais, ce sont les petites que j'ai fini pour le moment. Je vais faire entrer les gens qui arrivent. Donc voilà, et du coup, je disais, la première question, on en arrive, qui m'est posée assez souvent, effectivement, par rapport à une potentielle prise de poids. Est-ce que je trouve que les personnes, par exemple, vont trouver qu'elles mangent beaucoup plus que d'habitude et vont se dire, mais est-ce que je ne vais pas prendre du poids parce que je mange plus que d'habitude? Alors là, ça vient soulever une croyance, une fausse croyance, j'ai envie de dire, les amis. Cette question de prise de poids par rapport à la quantité qu'on mange vient soulever la fausse croyance. Donc, une fausse croyance, ça veut dire qu'on pense que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai réellement, scientifiquement, ce n'est pas vrai. Celle de se dire que la quantité fait prendre du poids. Si je mange plus, je vais prendre plus de poids. Si je mange moins, je vais prendre moins de poids ou je vais perdre du poids. Si c'était aussi simple, franchement, tout le monde serait svelte, hein. Honnêtement, si c'était juste une question de quantité. Est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus? En fait, heureusement, j'ai envie de dire, pas malheureusement, mais heureusement, ce n'est pas qu'une question de quantité. Déjà, il faut déconstruire cette fausse croyance que quantité égale poids. Je monte l'un, l'autre monte, je descends l'autre descend. Pas du tout, ce n'est pas directement lié. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité des aliments qui compte dedans. Déjà, dans la même… Et puis le volume que tu as dans ton assiette ne veut pas forcément dire que tu as plus de calories, par exemple. Donc, il y a la notion des calories qui arrive là-dedans. Tout ce qui est féculent et sucre
c'est normalement, en général, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en général, plus calorique que les protéines, par exemple, et les fibres. Je ne parle pas des bons gras, les bons gras, c'est assez calorique, mais c'est pour ça qu'on en prend moins. Mais les protéines et les fibres sont beaucoup moins caloriques que les féculents. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas donner des chiffres, mais retenez bien cette information-là. Donc, moi, si je réduis ma quantité de féculents et que je la remplace par des protéines et des fibres, bah, j'amène pas la même énergie au corps. J'amène pas le même nombre de calories. Voilà, plutôt ça. Retenez ça. Donc, c'est pas le même nombre de calories. On peut amener pour la même quantité de féculents et la même quantité de féculents plus protéines plus bon gras, fibres, on va avoir le même nombre de calories. Et oui, parce que la qualité des aliments font qu'on n'a pas le même apport en calories en fonction de chaque catégorie alimentaire. J'espère que c'est clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la prise de poids, qui n'est pas du tout automatique, hein, quand on passe un petit déjeuner salé, c'est que forcément, toutes les calories ne se valent pas, hein, comme je viens de le dire là. Donc, par exemple, 100 grammes de pain blanc n'apporte pas le même nombre de calories que 100 grammes de pain de seigle ou de pain complet. Pas du tout. D'accord? Pain blanc, beaucoup plus calorique qu'un pain de seigle ou un pain complet et n'a pas du tout le même impact sur le corps. D'accord? Le pain blanc, lui, il va être brûlé comme du papier. Il va être brûlé on va dire, en 30 minutes. D'accord? Alors que le pain complet, le pain de seigle, lui, il va être brûlé comme une bûche de bois que tu mets dans la cheminée. Attention, c'est ça la qualité qui diffère. Attention, tu peux dire oui, c'est du pain, c'est la même chose, mais non, la qualité n'est pas pareille. D'accord? Donc, la bûche que tu mets dans la cheminée, on est bien d'accord, elle ne va pas brûler en 30 minutes. Elle met beaucoup plus de temps. Et c'est très important ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans 30 minutes, tu ne vas pas avoir une fringale, tu ne vas pas avoir envie de manger encore plus. Et du coup, tu vas remanger encore du sucre qui va encore ramener des calories et là, tu vas prendre du poids. Par contre, tu manges ton pain complet, ton pain de seigle. Lui, c'est une vraie bûche. Il va, d'ailleurs, ça cale. Quand on parle de bûche, une bûche, elle cale, on est bien d'accord, par rapport à un petit bout de bois. Ça veut dire que quand tu vas en manger, à l'instant T, tu vas en manger moins que si tu avais mangé du pain blanc. Le pain blanc, tu vas prendre peut-être 3-4 tranches parce que ça t'a pas calé sur le moment, alors qu'un pain complet, un pain de seigle, lui, il cale bien. Donc, tu vas en manger qu'une tranche. Tu vas t'arrêter au bout de 2 tranches. Allez. En général, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Il faut donner le temps au corps de s'habituer, bien sûr. Ce n'est pas dès le premier jour, dès les premiers jours. Mais au bout d'un moment, ton corps va s'habituer et il va se réguler tout de suite par rapport automatiquement aux quantités que tu manges. Donc, cette bûche-là, non seulement elle va te caler sur le moment, donc tu vas en manger moins, donc moins de calories déjà de base, et deux, elle va augmenter ta satiété, ton sentiment de satiété. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça va réduire ta faim, ta sensation de faim. Satiété, c'est l'inverse de faim. Donc, ça veut dire que tu vas te sentir très vite calé, déjà, tu n'as plus faim, et plus longtemps, plus rapidement, mais plus longtemps. C'est-à-dire que jusqu'au repas du midi, tu ne vas pas manger, d'accord? Tu n'auras pas envie de manger. Tu n'auras pas des envies de sucre, d'accord? Alors qu'avec ton petit pain, ta petite tranche de baguette, tu vas avoir faim. Mais calcule-le, regarde-le et essaie de l'observer, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et la troisième chose qui est très importante par rapport à la prise de poids, je m'attarde sur ce sujet parce que cette question est très importante et beaucoup de gens se la posent, y compris moi. Hein. Quand j'ai commencé, je me suis posé la question et je peux vous dire que j'ai même perdu du poids, moi, en faisant ça. J'ai perdu du poids, je vous le dis. En plus, je suis dans un processus d'essayer de perdre du poids suite à mon accouchement, à ma grossesse. Hein. Donc, vous, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez la situation. Et je peux vous dire que grâce à ce petit déj salé, moi, j'ai perdu du poids. Le plus important dans tout ça, la troisième explication derrière pourquoi tu ne prendras pas de poids, même au contraire, tu vas perdre du poids, tu peux perdre du poids, c'est que le petit-déj salé agit directement sur l'insuline. C'est ça. Ça agit sur beaucoup de choses dans le corps. En fait, c'est pas juste au goût dans la bouche. Donc, ça va réduire le pic de glucose, on est bien d'accord, de glycémie. Donc, ça va réduire l'hormone insuline. L'insuline qui est l'hormone régulatrice du taux de glycémie, du sucre dans le sang. D'accord? Donc, elle va chuter. L'insuline va chuter dans ton corps, mais tous les jours, sur le court, moyen, long terme, pas juste aujourd'hui ou demain. D'accord? Elle va chuter. Alors qu'aujourd'hui, avec un petit-déj sucré, elle est tout le temps haute. Cette insuline, elle est tout le temps là, d'accord, au-dessus de ma tête. Quand tu vas passer au petit-déj salé, elle va être là, l'insuline. Elle va descendre ici, d'accord? Elle va rester tout le temps basse. Et pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle? C'est une très, très bonne nouvelle. Parce que l'insuline,
qu'est-ce qu'elle fait, l'insuline? Elle est là pour déstocker le glucose, pour dire, oh là là, il y a trop de glucose dans le sang, il faut sortir ça du sang pour que le sang soit tranquille. Sortez-moi ce glucose du sang. Donc, où est-ce qu'on va l'envoyer, ce glucose? On va l'envoyer vers des placards, d'accord? Il faut l'envoyer pour le stocker dans des placards. Et on va l'envoyer principalement, le surplus de glucose, le surplus, quand on mange trop, du coup, de féculents et de sucre, là, on va l'envoyer vers les placards qui s'appellent le gras, le tissu adipeux. On va stocker du gras, de la graisse, d'accord? Je répète, l'insuline, plus elle est là, plus elle est haute, plus elle est sécrétée dans ton corps, suite à la présence de glucose, de sucre, de féculents, surplus, plus elle va stocker du gras, plus elle va ouvrir les gros placards de gras que tu as dans ton corps et rentrer dedans du glucose sous forme de gras. Prise de poids est pire que juste prise de poids parce que tu ne prends pas du muscle là, tu prends du gras. C'est ça, l'insuline, c'est ça, ça transforme le glucose en gras. OK? Donc, la bonne nouvelle, qu'est-ce qui va se passer quand ton taux d'insuline il va descendre de là à là? Le message vers ton corps de stocker dans les placards du gras va réduire. Mais non seulement, attention, non seulement il va réduire, donc tu vas réduire ce stockage de gras dans les placards du gras, mais c'est même l'inverse, tu rentres en mode combustion de graisse, ça s'appelle scientifiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline baisse, donc ton corps va être tranquille pour aller lui-même chercher dans les placards du gras. Il ouvre le placard, il va chercher l'énergie là-bas. Donc, il va déstocker le gras, ton gras, et il va l'utiliser comme source d'énergie, comme glucose. Parce que tu n'as pas assez de glucose dans ton sang, finalement, vu que tu n'as plus de glucose dans le sang, très peu. Du coup, l'insuline, elle baisse. Et du coup, qu'est-ce qu'il se dit, le corps? Il dit, ah, je manque de glucose dans mon sang. On est bien d'accord, c'est le cas inverse maintenant qui se passe. Il me faut un petit peu d'énergie. Donc, à ce moment-là, ton corps, il va se sentir à l'aise et bienvenu d'aller ouvrir les placards du glucose dans ton corps, qui sont le gras que tu as stocké, et il va le déstocker, il va le sortir pour le relâcher dans le sang, pour réaugmenter un petit peu de glycémie, justement. D'accord? C'est ça ce qui se passe. Donc, quand on passe à un petit déjeuner salé, d'un petit déj sucré à un petit déj salé, il y a un changement radical du taux d'insuline dans ton corps. Et ce changement radical, il va impacter directement ton stockage de gras. Il va passer du mode stockage de gras à mode combustion de graisse, mode déstockage de gras, donc perte de gras, donc perte de poids. Mais vraiment, vraiment, si on le fait régulièrement. J'en reviens à ta deuxième question où tu disais, du coup, je m'adresse à Marie-Jo, du coup, par rapport à ta question, parce que là-dessus, tu avais rajouté aussi le fait tu disais que tu prenais le petit déjeuner salé qu'avec les jours où tu faisais du sport et les autres jours, tu n'en prenais pas. Je comprends, effectivement, parce que pensant que ça peut peut-être influer sur une prise de poids potentielle, ce qui n'est pas vrai. Du coup, tu préfères garder jusque-là peut-être ton petit déjeuner salé en même temps une journée très active, on va dire. Et les journées moins actives, tu passes au sucré. Eh bien, c'est pas forcément une bonne idée. Pas du tout pour les raisons que je viens de citer. D'accord? Ça veut dire que les jours où tu vas prendre un petit déjeuner, tu reviens sur un petit déjeuner sucré, eh ben, tu refais appel à ton insuline. Et l'insuline, elle va remonter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker du gras. Donc, il y aura des jours où ton corps va redescendre. Il va commencer à intégrer ce message qu'il peut maintenant se relâcher et déstocker du gras. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu lui ramènes à nouveau du sucre. Tu lui dis, ah, bah non, en fait, insuline, je te fais remonter. Donc, elle va remonter les jours du petit déj sucré et elle va se remettre à restocker du gras. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Teste et tu verras, honnêtement. Et au pire, si ça ne marche pas, reviens à ton petit déjeuner sucré. Visiblement, il te fait perdre du poids, donc tu arriveras à perdre du poids. Mais je ne pense pas. Je pense que ça sera plus sain, en tout cas, de perdre du poids de cette manière-là, avec un équilibre entier dans ton assiette et un impact mais considérable sur ton énergie, ton état de satiété, ta sensation de faim, plutôt que se restreindre en gardant du sucre le matin, puis tu restes un peu restreinte sur le reste de la journée. Donc, moi, ce que je dis, c'est que non, au contraire, le passage du petit-déj sucré au petit-déj salé peut même provoquer une perte de poids
même perte de gras, une bonne perte de poids, parce que c'est une perte de gras, et pas du tout une prise de poids. À moins qu'on se met à manger vraiment beaucoup trop, en fait, beaucoup trop, là où tu dépasses ton sentiment de faim, enfin de satiété, pardon. C'est-à-dire si tu manges alors que tu n'as pas faim. Ça, c'est autre chose, ça s'appelle l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas faim, mais je continue quand même à manger. C'est autre chose, c'est psychologique, on peut travailler dessus aussi. C'est une des autres zones sur lesquelles je travaille justement, mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, mais il faut le reconnaître, ça. Il faut le reconnaître. Est-ce que tu manges vraiment par faim ou par émotion? Parce qu'on est en train de répondre à un besoin émotionnel plus qu'à un besoin corporel, organique de faim. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà, et au contraire, c'est le petit déjeuner sucré qui fait que tu stockes du gras. C'est ça, en fait. Donc, essayez, testez vraiment. Et moi, je ne peux que vous recommander ça. Et vous pouvez d'ailleurs trouver aussi les témoignages. Est-ce que ce serait sur le site de la méthode glucose goddess, hein, c'est que c'est elle à l'origine de cette méthode du petit déjeuner salé à laquelle j'adhère et que je vous fais partager du coup aujourd'hui. Et elle a des témoignages aussi vraiment de gens qui l'ont fait, hein, enfin des millions de personnes dans le monde qui appliquent cette méthode et qui témoignent réellement. Alors, dans ces livres, il y a un de ces livres-là où on voit la liste des témoignages. Il y aura sûrement aussi sur son site internet des témoignages qui expliquent où des gens expliquent qu'ils sont passés à ce petit déjeuner salé, qu'ils l'ont adopté au quotidien et qu'ils ont perdu du poids et du gras grâce à ça. Mais pas que, hein, c'était un des effets secondaires, j'ai envie de dire, la perte de poids. Parce qu'à la base, ils ne cherchaient pas forcément à perdre du poids. Ils cherchaient à stabiliser leur glycémie, éviter les maladies, réduire les symptômes de certaines maladies comme le diabète, l'acné, même les symptômes de préménopause et de ménopause, les symptômes aussi des règlements hormonaux pour les femmes, d'un point de vue cycle menstruel et d'un point de vue aussi fertilité, ça cause de l'infertilité. C'est une des premières causes d'infertilité chez les femmes, l'alimentation riche en féculents, en fait, et les pics de glucose, la glycémie qui est haute, d'accord? Donc, il faut lisser la courbe de la glycémie, il faut baisser, réduire son insuline, réduire le taux de glucose dans le sang pour réduire l'insuline de manière chronique, et c'est là où le corps il va s'adapter, il va repasser en mode combustion de graisse, il va repasser en mode anti-inflammatoire et ton corps change vraiment littéralement. Donc voilà, sur cette première question, je passe aux suivantes pour ne pas rester très très longue. La deuxième question, c'était pour comment remplacer les crudités l'hiver. Parce que l'hiver, forcément, voilà, on n'a pas forcément les mêmes types de légumes et de crudités qui sont présents. Effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, on en trouve toujours, hein, les crudités, on est d'accord, c'est pas de saison pendant l'hiver, mais vous allez toujours en trouver. Vous pouvez en prendre, vous pouvez ne pas en prendre comme vous voulez, les petites carottes, les concombres, les choses comme ça en supermarché. Si vous voulez manger des légumes de saison, des fruits de saison, des légumes, plutôt on est sur les légumes, vous pouvez passer aux légumes, les légumes habituels de saison, mais que vous allez faire cuire au four, à la vapeur. Vous prenez les restes de la veille, c'est ça, des légumes de la veille, d'accord. Vous pouvez aussi utiliser des légumineuses. Ce ne sont pas des légumes, mais c'est des légumineuses. C'est une catégorie à part et ça contient beaucoup de fibres et des vitamines, donc c'est assez proche des légumes en termes d'apport en fibres. Donc, vous pouvez utiliser les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots, tout ça. C'est ça, les légumineuses, d'accord. Ça, c'est très, très bon. Vous pouvez prendre ça le matin. Vous pouvez aussi utiliser les légumes surgelés. Moi, c'est ce que je fais. Surtout parce que j'ai pas le temps, en fait. Des fois, souvent, j'ai pas le temps le matin. Et du coup, je prends des épinards surgelés, des choses comme ça. Donc, vous prenez du surgelé que vous décongelez le matin même ou la veille, comme vous voulez, et vous l'utilisez dans votre petite recette. D'accord? Donc, ça marche très, très bien le surgelé. Que ce soit des légumes frais surgelés que vous avez fait surgeler vous-même maison, ou alors acheter surgelé, c'est de très bonne qualité. Tout ce qui est conserve et surgelé, c'est très bien. C'est des fausses croyances, ça, que c'est pas bon. Au contraire, c'est des modes de conservation qui sont très bons parce qu'ils conservent les vitamines et les minéraux et ils n'altèrent pas la qualité des aliments et les fibres qu'il y a dedans, d'accord? Le format surgelé et le format conserve en boîte en verre. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. C'est déjà des petites astuces comme ça, voilà. Et après, on continue à utiliser ce qui est utilisable de saison. Voilà. Je passe à la question 3. Donc là, il y avait une question aussi, donc il y a des gens qui m'ont posé des questions d'un peu partout, donc j'essaie de résumer le tout ici. Donc les fruits, qu'en est-il des fruits?
Effectivement, les fruits contiennent des fibres, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des légumes? Non. Est-ce que les fruits contiennent aussi du sucre? Et oui, beaucoup de sucre. Même si c'est du bon sucre, entre guillemets, naturel, mais ça reste du sucre. L'effet sur le corps est le même que si on mettait du pain blanc, par exemple. Donc, on va avoir un pic de glucose, pic de glycémie, avec pic d'insuline et tout ce qui suit derrière, ce que je vous ai déjà raconté. D'accord? Donc, les fruits, après, il y a quand même, c'est quand même mieux que juste du pain blanc ou du sucre. Donc, puisqu'il y a des fibres associées au sucre qui changent un petit peu l'impact du sucre dans le corps, quand même. Mais ça n'évite pas ce pic de glycémie. Donc, les fruits, on va préférer, vous pouvez les garder, bien sûr, hein, le matin, mais vous les gardez à la fin de votre repas. Gardez-les à la fin. Ça donnera une petite touche sucrée. Vous aurez des fibres et ça n'aura pas cet effet pic de glycémie à jeun quand vous allez les manger en premier. Mangez-les en dernier, d'accord? Comme tout autre sucre. Voilà. Ensuite, les légumineuses, est-ce que ce sont des fibres ou des féculents? Parfois, on me pose la question, c'est vrai. Donc, pois chiches, haricots, lentilles, fibres ou féculents. Alors, moi, je les classe dans la catégorie des fibres, même si des fois, on peut les trouver classés dans les féculents, parce qu'ils en contiennent aussi, mais quand même moins en fonction de chaque légumineuse, chaque type de légumineuse, mais ils contiennent quand même beaucoup de fibres. C'est riche en fibres. Dans la méthode glucose-Godès, pareil, elle les classe en fibres aussi. C'est un riche apport en fibres pour le corps, même s'il y a des féculents, mais très peu. Donc, moi, je vous recommande de les utiliser comme des fibres, les légumineuses, les lentilles, les haricots, tout type d'haricots, et les pois chiches. Voilà. Ensuite, oui, la question, quelle place, très importante cette question, quelle place occupe le petit déjeuner par rapport aux deux autres repas finalement? Parce qu'on se rend bien compte que là, on est en train de modifier le petit déjeuner, mais comment on se place par rapport au reste de la journée? Le déjeuner, le dîner, qu'en est-il de tout ça? Et c'est quoi l'importance du petit déjeuner, par exemple, par rapport aux autres? Donc, effectivement, le petit déjeuner. Pourquoi moi, j'ai choisi d'ailleurs de commencer par le petit déjeuner? Alors, bien sûr, tout est important. Le repas du midi est important, le repas du soir est important. Les collations sont importantes aussi si vous prenez des goûters. D'accord? On ne néglige rien. Et normalement, tout ce que je vous ai fait appliquer aujourd'hui sur le petit déjeuner, donc petit déjeuner salé basé sur 4 aliments. Le premier, fibres, le deuxième, protéines, le troisième, bon gras, et le quatrième, à petite dose, les féculents complets. Ça s'applique aussi pour le reste des repas, mais pas aux mêmes proportions. Ça, c'est un autre sujet. Justement, c'est pour ça qu'il faut travailler aussi. Il faut continuer. Là, c'est bien de commencer par le petit déjeuner. Et le but, c'est de lancer cet élan sur le reste des repas, déjeuner et dîner, mais d'adapter aussi en fonction de chaque repas. Il y a des petites subtilités pour chaque repas qui vont optimiser vos résultats et qui vont permettre aussi une mise en place plus facile, en fait, tout simplement. Donc, le petit déjeuner, pourquoi c'est important? Alors, tout est important, comme j'ai dit, autant petit déjeuner que déjeuner que dîner. Le petit déjeuner est le plus important pour commencer, pour moi. Quand on démarre dans une approche d'équilibrage alimentaire et quand on veut équilibrer son alimentation, on est bien d'accord, comme dans n'importe quel changement, on ne démarre jamais le changement à 100%. On veut tout changer. Moi, je veux changer de maison, je veux changer de voiture, je veux changer de vêtements, je veux changer de mari, d'enfant, de tout. Non, on est bien d'accord. Tu veux changer des choses dans ta vie, oui, mais on commence d'abord étape par étape. On commence par changer une chose à la fois. Et le plus important, c'est de commencer à changer le truc qui va avoir un résultat le plus rapide possible. C'est ça, la méthode de changement. Moi, dans mes coachings, c'est ce que je fais, d'accord? Et j'accompagne la personne pour qu'elle puisse implémenter un changement de manière rapide et durable, mais pour qu'elle puisse être motivée dès le départ. Comment on se motive dans le changement dès le départ? En commençant à toucher à quelque chose qui va très vite amener un résultat, qui va te motiver, parce que le cerveau fonctionne par un système de récompense, un circuit de récompense. Si tu lui donnes la récompense à la fin d'un effort, eh ben, il va vouloir faire plus d'efforts. On est bien d'accord. Si la récompense arrive trop tard, toi, tu es déjà fatigué, tu n'en peux plus, tu ne vois pas de résultat, tu as déjà fait trop d'efforts, bah, t'arrêtes en fait. Il n'y a toujours pas de récompense, t'arrêtes dans ton chemin. Et c'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir. C'est tout à fait normal. Donc, il faut toujours commencer par changer l'air de ta vie, l'air de ton alimentation, la zone de ton alimentation, qui va créer l'impact visible le plus rapidement possible, d'accord? Pour que ton cerveau comprenne que là, il y a eu une récompense, donc je dois aller encore
plus dans cette direction-là et je suis prêt à aller dans cette direction-là. Donc, le petit déjeuner, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, c'est le repas qui lance, qui dicte ton énergie pour la journée, qui la lance pour le matin et qui dicte ensuite pour la journée. Si on attend jusqu'au midi pour implémenter les changements, on mange n'importe quoi le matin, on a une sale énergie le matin, on arrive le midi, on a envie de manger n'importe quoi, du coup, on n'a pas envie de mettre en place la nouveauté, et puis du coup, on voit aucun résultat. Alors que si dès le matin, dès le réveil, hop, t'instaures ton truc, il va impacter tout de suite ta matinée, qui va relancer ta journée. Ta journée aura toute une autre allure. Et pourquoi? Parce que tu auras stabilisé ta glycémie depuis le départ, dès le départ. D'accord? Et après, petit à petit, on rajoute le déjeuner, on rajoute le dîner, on rajoute les collations, les goûters. Et là, ça va, mais on arrive vers vraiment la globalité, quoi. Là, on arrive sur un résultat global complet. Pour le moment, le petit déjeuner, il fait un très bon résultat, mais c'est un tiers du résultat. Il y a encore 2 tiers qui restent avec les 2 autres repas et un tiers des résultats, mais qui est juste rapidement visible. C'est pour ça que le petit déjeuner est important. Donc, il va te booster, te motiver à implémenter le reste des changements pour les 2 autres tiers. Voilà pourquoi le petit déjeuner est très important, parce qu'il dicte ta journée, il dicte ton énergie, il lance ta journée et donc il vaut mieux partir du bon pied dès le matin, on est bien d'accord. Et après, il faut continuer par contre à maintenir une bonne énergie à la fin, à partir du déjeuner, à partir du midi, pardon, donc à partir du déjeuner et en allant jusqu'au dîner. Voilà, j'espère que la réponse est claire là-dessus. Je passe ensuite. N'hésitez pas à me redire plus tard, bien sûr, vous me contactez, vous m'envoyez des messages si jamais c'est pas assez clair. Oui, pour les personnes qui font le jeûne, il y a beaucoup de gens qui font du jeûne intermittent, par exemple. Donc, ils jeûnent, c'est une des méthodes, effectivement, pour perdre du poids. OK, bon, c'est une méthode pour moi qui est restrictive. Oui, c'est pas une méthode qui est saine, mais beaucoup de personnes, saines pour le corps, je dis bien, hein, parce que le corps, du coup, il vit le jeûne comme un état de stress, d'accord? Il est en mode, oh là là, je manque de glucose dans mon sang, donc je dois faire ce qu'il faut pour amener de l'énergie. Il est en mode stress. Et le mode stress, tu ne peux pas le garder durablement. Tu ne peux pas vivre à vie en mode stress. On est bien d'accord. C'est ça. Surtout que tu peux vivre et tu peux perdre du poids autrement que par la restriction. C'est ça ce qui est important. Bref, mais il y a des gens qui préfèrent et qui trouvent que ça leur va bien. Donc, ils utilisent cette méthode. Il n'y a aucun souci. Chacun choisit ce qu'il veut. Du coup, comment implémenter? On peut quand même implémenter un petit déjeuner salé quand on fait le jeûne. Et ben, quand tu jeûnes, il n'y a pas de souci, tu jeûnes, en général, il y en a qui font par exemple 20h le soir jusqu'à midi le lendemain, quelque chose comme ça. Et ben, ce qui est important, c'est que ton premier repas, le matin, le midi, peu importe ce que tu le prends, il doit être salé, tout simplement. OK? Tu commences pas par du sucre. Le sucre, tu le laisses à la fin. Surtout quand tu jeûnes, du coup, tu as ta glycémie qui est très, très basse, tu es limite en hypoglycémie, et là, tu arrives et tu mets du sucre, ça fait un pic en haut, puis une chute libre derrière. Ça à éviter, d'accord? Donc, au contraire, tu as la glycémie qui est basse, mais tu arrives à la fin pour rompre ton jeûne. Là, tu prends du salé, d'accord? Du salé, petit déj salé. Tu appliques ce qu'on a dit là, OK? Et après, tu enchaînes avec ton sucré si tu veux prendre du sucré, bien sûr. Voilà, donc pas de sucré à jeun, s'il vous plaît. Le sport le matin. Prochaine question. Quand on fait du sport le matin, est-ce que le petit déjeuner salé va être suffisant ou est-ce qu'il va amener assez d'énergie? Oui, 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 oui. Même c'est de la bonne énergie, c'est de la très, très bonne énergie parce qu'il va t'amener une bonne énergie stable et durable que tu vas pouvoir utiliser surtout pour des sports d'endurance. D'accord? Si tu fais un sport d'intensité modérée à haute intensité, tu vas faire du HIIT, de quelque chose où vraiment ça envoie. Là, tu peux prendre un truc sucré juste avant la séance. D'accord? Juste avant la séance, tu prends une banane, quelque chose de sucré pour te donner une énergie très, très rapide tout de suite. Mais tu gardes quand même ton petit déjeuner salé. D'accord? Un sport d'endurance, tu vas faire une course un peu de fond, tu vas courir, tu fais de la natation, des choses comme ça. Tu restes sur ton petit déjeuner salé. C'est une bonne source d'énergie stable et durable. D'accord? Voilà. J'essaie d'avancer vite, hein. Les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, est-ce que c'est des sucres? C'est pas des sucres. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les petits déjeuners équilibrés sur Instagram, sur les réseaux, on voit beaucoup les petits déjeuners équilibrés, healthy, tout ça, avec des flocons d'avoine. Effectivement, moi-même, j'en prends des flocons d'avoine dans mon petit déjeuner. Les flocons d'avoine, c'est bien, c'est mieux que du sucre. Effectivement, c'est mieux que des céréales achetées industrielles qui sont que du pur sucre. Vous prenez des flocons d'avoine et même des flocons d'avoine complets, vous prenez les complets. Intégrale. Par contre, ça reste quand même des féculents, disons-le. Donc, c'est riche en riche en sucre. Au final, c'est du bon sucre au début, mais après, quand ça se décompose dans l'organisme, ça donne des sucres, donc du glucose dans le sang.
Donc, ça va faire le même effet qu'un autre type de sucre, un pic de glucose le matin avec un pic d'insuline et tout le tralala derrière. Donc, les flocons d'avoine à éviter en premier dans un petit déjeuner salé. C'est pas salé, c'est du sucre, ok, c'est des féculents. Donc, on les laisse. Si vous voulez, vous pouvez les utiliser. C'est toujours mieux que manger du pain blanc ou des cracottes vite fait ou du sucre, de la confiture, quoi. Les flocons d'avoine, c'est quand même une meilleure qualité de féculents. Hein. Tous les féculents ne sont pas à jeter. Le but, c'est pas d'arrêter les féculents. Ça, c'est la prochaine question. Mais vous gardez les flocons d'avoine à la fin de votre repas et vous les mélangez. Vous les mélangez à une source de protéines, par exemple des laitages, un fromage blanc, quelque chose comme ça. Ça habille ces sucres-là et l'effet dans le corps n'est pas pareil que si tu mangeais le sucre tout seul. D'accord? Donc, toujours le combiner avec une autre source de protéines type laitage. D'accord? Donc, on arrive à la prochaine question qui est les féculents. Ai-je le droit d'en manger? Mais bien sûr que oui. Là, c'est là où peut-être moi j'arrive un petit peu avec Glucose Goddess dans sa méthode où elle délaisse quand même beaucoup les féculents. Elle ne diabolise pas les féculents. Hein, elle dit qu'on peut en manger, mais elle les oublie un peu, quoi. Et moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que les féculents, c'est quand même une source, c'est des aliments essentiels, indispensables à notre corps. On doit les amener, sinon on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. Il faut amener du glucose. Le corps a besoin de glucose, mais de peu de glucose, pas beaucoup. On n'a pas besoin d'autant de glucose qu'on mange aujourd'hui avec un petit déjeuner sucré, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire là, bien sûr qu'on mange des féculents. Et d'ailleurs, les proportions changent, peuvent changer d'une personne à l'autre, d'un objectif à l'autre, d'un repas à l'autre. Au petit déjeuner, on ne va pas manger la même quantité de féculents que le midi, que le soir. D'accord? Ça fait partie aussi des choses à apprendre, à mettre en place plus tard, autre que le petit déjeuner. D'accord? Donc, en fait, les féculents, bien sûr qu'il faut en manger, mais il faut manger la bonne qualité de féculents. Il ne faut pas manger, il faut éviter tout ce qui est blanc. D'accord? Les pâtes blanches, le pain blanc. Même le riz blanc, en fait, on réduit, on n'interdit pas, mais on réduit tout ce qui est sucre directement raffiné, quoi. C'est du sucre industriel, voilà, sucre blanc. Ça, on réduit au maximum. Par contre, on privilégie les féculents complets qui ont gardé leur coque, en fait. L'aliment a gardé sa coque. Le blé qui a gardé sa coque brute, en fait, quand il a été cueilli. Pourquoi? Enfin, cueilli, on ne cueille pas du blé, mais voilà, quand il a été récolté. Mais industriellement, malheureusement, les industriels, pour faire du chiffre, pour faire de la quantité, ils raffinent. Il y a du raffinage qui se passe, c'est-à-dire qu'ils retirent cette coque externe de l'aliment. C'est comme si on prenait je sais pas, des tomates et à chaque fois qu'on les mangeait, on râpait, en fait, on retire la peau. Tous les aliments que tu manges, tu retires la peau. C'est dommage, c'est là où il y a la vitamine, c'est là où il y a les fibres. Ok. Donc, en fait, là, c'est pareil pour les féculents, c'est ça le problème. Tout ce qui est blanc, ils ont retiré le côté fibre rassasiant dedans, en fait. Donc, il n'y a plus que du sucre. D'accord? Pour ça qu'il faut arrêter avec le blanc. Petit à petit, bien sûr, mais réduisez ça vraiment et gardez vos féculents, les féculents complets. Vous remplacez, vous ne retirez rien, vous remplacez, vous switchez d'une qualité à une autre. Vous améliorez la qualité et elle n'est pas forcément plus chère. Non, 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 ne me dites pas ça. Ça, c'est une fausse croyance aussi. Mais en tout cas, ça vous coûtera moins cher pour la santé, l'impact sur la santé si vous adoptez ces habitudes-là. Donc, en fait, les féculents privilégiés, c'est des pâtes intégrales, pâtes complètes, farine complète. Quand vous faites des gâteaux, farine complète, farine de blé complète ou peu importe. Ou alors vous passez à des farines de sarrasin, à du pain de seigle, à du pain d'épeautre aussi. Voilà, tous ces types de féculents qui sont plus complets et qui n'ont pas cet effet pic de glucose en fait, d'accord, dans le corps, que du blé simple. Donc, le blé simple à éviter parce que c'est du blé qui est raffiné, entre guillemets. D'accord? Il fait un pic de glycémie. Il faut du blé complet. Le riz complet, les pâtes complètes, le pain complet. Voilà. Ou alors d'autres types. Alors, le pain de maïs, c'est bien, mais c'est toujours un petit pic de glucose qu'il y a. D'accord? Le maïs, il est quand même, il y a du glucose. OK? Donc, attention à ça. C'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est mieux que du pain blanc, on est bien d'accord, mais il ne faut pas non plus manger que ça. D'accord? Variez toujours. Testez d'autres types de pain, vous voyez, vous allez trouver le vôtre, d'accord? Donc, les féculents à garder, pour moi, ce n'est pas à proscrire du tout, à garder, mais vous le gardez dans votre petit déjeuner salé à moindre, vous réduisez la quantité, puisque vous introduisez tout le reste, hein, les protéines, les fibres et tout, et vous améliorez sa qualité, tout simplement, ok? C'est tout simple que ça, aussi simple. Ok, les œufs tous les jours. Oui, les œufs tous les jours, on peut prendre des œufs tous les jours. Ça, c'est un mythe. C'est une fausse croyance que les œufs, les jaunes d'œufs, augmentent le cholestérol.
J'avoue que je ne sais pas, en fait, d'où ça vient. Il y a une histoire comme ça, en fait, apparemment, vraiment historiquement, au Moyen-Âge, il y a quelqu'un qui a dit ça, et du coup, ça s'est inscrit dans l'inconscient collectif et les croyances collectives. Mais en fait, c'est un mythe. Il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui qui montre que l'œuf et le jaune d'œuf, tous les jours à manger, augmente le cholestérol. Pas du tout. Et d'ailleurs, le cholestérol n'est pas un facteur de risque, n'est pas un critère fiable à prendre en compte dans les facteurs de risque cardiovasculaires. Pas du tout. Les triglycérides, ce n'est pas le cholestérol. D'accord? Attention. Après, bien sûr, le but, ce n'est pas d'augmenter le mauvais cholestérol, hein, d'accord? Mais il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien entre œuf, jaune d'œuf, et prise régulière d'œuf et augmentation du cholestérol ou du mauvais cholestérol. Il n'y a pas, ok? Donc, attention à ça. Renseignez-vous aussi dessus. Je ne vais pas vous sortir toutes les études là, mais c'est un faux mythe. Enfin, c'est un mythe, c'est une fausse croyance, d'accord? À moins que vous mangiez 10 œufs par jour tous les jours. Là, ok, on est dans l'excès quand même. Donc là, on est bien d'accord. On est toujours dans l'équilibre. On est dans un équilibrage alimentaire. Je ne vous dis pas de manger 15 œufs par jour, 15 œufs par jour. Non. 2 œufs par jour, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Vous pouvez même prendre plus, hein, mais 2 œufs, c'est très bien. Ça vous apporte les protéines qu'il faut et ça n'impacte en aucun cas ton cholestérol. OK? Donc, ça, sujet clair, j'espère. Dernière question, et puis après, on a fini. Voilà. J'ai du mal à renoncer à un truc sucré le matin. Donc, je lui ai répondu au tout début et j'ai dit du coup que c'est pas grave. On peut garder du sucre. Excusez-moi, il y a quelque chose qui vole. On peut garder le sucre le matin, mais on le réduit et on le garde à la fin d'un petit-déj salé, à la fin. On ne le prend pas à jeun. C'est la même chose que ce que j'ai dit au tout début. OK? Donc, voilà, le but, ce n'est pas de vous frustrer et de vous restreindre. J'espère que ça a été assez clair. Donc, tout ça pour vous dire que le petit déjeuner salé a vraiment des très, très bons bienfaits, de très, très bons bienfaits, tout à fait, autant sur la santé que sur le poids, hein, même la perte de poids, la perte de gras réelle et durable. C'est quelque chose de durable aussi que tu peux intégrer dans ton quotidien alimentaire, d'accord? On n'est pas dans un régime, on ne parle pas de régime, moi, j'aime pas parler de régime. Régime, c'est synonyme souvent de restriction et de pas durable, de quelque chose que tu peux faire sur 2, 3, 4 semaines, allez, un peu plus, maximum 3 mois, mais ça tient pas et on peut pas vivre comme ça en fait. Donc là, il faut intégrer un mode de vie complet et pas juste un régime pour 2-3 jours, d'accord, ou tout 2-3 mois. Il faut un mode. Ça, le petit déj salé s'inscrit dans une démarche de mode de vie sain. Ça veut dire que ça t'accompagne jusqu'à ta mort. Oui, ça t'accompagne jusque-là avec les bons effets. Tu n'as pas besoin de te dire merde, là, aujourd'hui, oh là, j'arrive plus, là, faut que je vais revenir, je vais faire des écarts. Il n'y a plus cette notion d'écart, d'accord? Parce que tu es dans un équilibre constant. Voilà. Et puis, bien sûr, ça réduit l'inflammation. Très, très important à retenir ça. Mais vraiment, c'est ça le plus important de tout ce qu'on fait là, du petit déjeuner salé, de la réduction du pic de glucose, de glycémie, d'insuline. C'est le fait de réduire l'inflammation dans ton corps. L'inflammation dans le corps, c'est quoi? C'est la source de toute maladie. Maladie aiguë à chronique, d'accord? Vraiment, ça va de la diarrhée que tu peux avoir là, ou la constipation, au cancer que quelqu'un peut développer sur le long terme de manière chronique, d'accord? En passant par toutes les maladies cardiovasculaires, métaboliques, diabète, obésité, tout ce qui est vraiment maladie cardiovasculaire, d'accord, qui touche aux artères, au cœur, tout ça, c'est dû à l'inflammation dans le corps. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Il faut comprendre ce que c'est. L'inflammation, c'est que tes cellules sont surchargées. Ce que j'ai raconté au tout début. Elles sont surchargées, donc elles s'enflamment, elles s'enjaillent, comme on dit, d'accord? Quelqu'un qui est surchargé, au bout d'un moment, il monte, quoi. Il monte en inflammation, on dit, d'accord? Le corps, c'est pareil. Ça s'enflamme, c'est comme ça. Toi, tu montes en stress, le corps monte en inflammation. C'est ça, c'est sa manière de traduire son stress, d'accord? Donc, plus tu amènes une alimentation riche en glucose, riche en sucre, en féculents, plus ton corps, il est en mode inflammation. Il bouille, il est en mode, ça bouille, quoi, dedans. Et donc là, il est important de réduire cette inflammation parce que cette inflammation, si elle continue comme ça, sur le moyen et long terme, ça t'amène des maladies chroniques. D'accord? Et c'est réversible. Attention, il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as une maladie chronique que tu ne peux pas revenir en arrière et la guérir par l'alimentation. Bien sûr que si. C'est le premier levier d'ailleurs sur lequel tu dois travailler. D'accord? Avant même les médicaments. Et les médicaments vont t'aider, vont compléter. Mais d'abord, l'alimentation.
d'abord, l'alimentation, c'est elle qui génère ton état d'inflammation initial à la base. C'est pas le médicament qui l'a généré, d'accord? Le médicament, il va aider à réduire cet état d'inflammation, mais il va créer aussi des effets indésirables. Attention, faut pas croire. Donc, par contre, l'alimentation ne crée jamais d'effets indésirables. Elle crée ton inflammation. Par contre, si tu te rééquilibres ton alimentation, là, ton inflammation, elle réduit sans effet indésirable. Tu peux même arrêter les médicaments au bout d'un certain temps. Oui, je le dis, je pèse ce que je dis. D'accord? Ça dépend de chaque médicament, bien sûr, ça dépend de chaque situation, mais c'est tout à fait possible. Mais d'abord, commence par stabiliser, équilibrer ton alimentation pour réduire l'inflammation dans ton corps et les médicaments vont suivre derrière. Tu vas pouvoir baisser de dosage. Je travaillais en pharmacie et je voyais les gens arriver réduisant leur dosage. Les ordonnances qui arrivent tous les mois, les mêmes. Et un jour, paf, l'antidiabétique, il a réduit de dosage. Oui, je demande au patient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ça s'est amélioré, j'ai plus besoin, donc je réduis. Et il y en a un jour, pour le cholestérol, un monsieur m'a dit, j'ai arrêté. Lui, il ne me le donnait plus, c'est fini. Je lui dis, ah bon, comment ça, pourquoi? Il me dit, j'ai plus de cholestérol. Je lui dis, comment vous avez fait? Parce que je discute. Et ils me disent, j'ai amélioré, j'ai fait ça, j'ai amélioré mon alimentation, je bouge un peu plus et c'est bon. Voilà. Donc ça se fait. Il faut juste être patient et faire le premier pas et maintenir le pas et continuer à y aller, continuer à y aller. Voilà. Bon, j'espère que c'est assez clair. Je me suis un peu égarée. On était normalement sur une session questions-réponses. N'hésitez pas donc à me contacter, à m'écrire pour poser vos questions si vous en avez encore, pour échanger, même juste pour vous donner des témoignages en fait par rapport à votre expérience, propre expérience. Ça ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à les partager avec d'autres personnes qui vont être inspirées par votre propre expérience et par votre témoignage. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, écrivez-moi. Je suis un être humain comme vous, hein, donc écrivez-moi comme vous voulez sur WhatsApp, par Internet, sur Instagram, sur YouTube, peu importe là où tu vas voir cette vidéo. Et puis, à bientôt pour la suite. Sachez que, oui, j'ai failli oublier. Sachez que moi, suite à ce challenge, je travaille actuellement sur un programme complet qui inclut le petit déjeuner, mais pas que, qui va vous aider à travailler sur sur l'équilibre de votre déjeuner, votre dîner, donc finir ces 2/3 là de la journée, et puis équilibrer l'alimentation complète sur toute la journée et acquérir enfin des habitudes et un mode de vie sain complet, pas juste sur le petit déjeuner. Et là où vous allez voir des résultats encore plus époustouflants, encore plus complets et de manière facile, de manière simple, comme on l'a fait là. Regardez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune restriction, aucune frustration. Au contraire, que du plaisir et des déconstructions de fausses croyances. Au début, qu'on pensait pas possible ou pas bonne, finalement, ça devient possible et même bon pour toi. Donc, c'est comme ça que moi, j'agis et je vous ferai part donc rapidement, dès que je pourrai en tout cas, de mon programme qui va vous aider et pour tous ceux et celles qui seront intéressés pour continuer cette aventure. Donc, dans un programme, là, pour le coup, pas juste un challenge. Et je vous informerai de tous les détails très bientôt. Voilà. N'hésitez pas aussi à me poser des questions là-dessus, sur ce programme-là, si ça vous intéresse. Comme ça, je vous transmets toutes les informations là-dessus. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.